Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Goodbye Kilowatt-heure. Alors aujourd'hui on est en juin 2017, donc c'est le retour des beaux jours et surtout des températures qui commencent à se rapprocher des températures caniculaires. Donc aujourd'hui on va voir comment se prémunir de la surchauffe en été et comment cela peut réagir dans une maison passive. Donc voilà, là c'est depuis quelques jours les températures montent en flèche, on va dépasser les 30 degrés aujourd'hui. Donc bon, on est en Normandie, ça reste correct, néanmoins le soleil peut cogner assez fort. Donc aujourd'hui on va voir vraiment comment on peut se débrouiller pour éviter la surchauffe dans la maison et surtout éviter les inconforts qu'on peut avoir en plein été. Il n'est pas encore midi, on a déjà 26 degrés à l'ombre derrière la maison, sous abri. Donc voilà, les températures aujourd'hui devraient monter au-delà de 30 degrés. Donc là, dès la matinée, on se rend compte que l'ouverture des fenêtres, la pénétration du soleil dans la maison, ça va rendre les choses vraiment compliquées pour garder une température suffisamment fraîche dans la maison. Et notamment pour avoir une nuit correcte avec des températures inférieures à 23-24 degrés. En plein soleil, il dépasse déjà 30 degrés. Et la maison, elle n'est pas à l'ombre, elle est en plein soleil. Alors du coup, ça va être très dur de maintenir une température fraîche. C'est pour ça que les éléments de rafraîchissement vont être vraiment hyper importants. Voici la façade sud de la maison. Donc évidemment, comme notre principale préoccupation en Normandie, c'est la température en hiver, on a ouvert au maximum des fenêtres au sud et on a tourné vraiment la maison vers le sud. Donc ce qui peut être un avantage en hiver pourrait devenir un inconvénient en été. C'est pour ça qu'on a utilisé plusieurs artifices. Les deux premiers étant le débord de toit sur l'étage et le balcon sur le rez-de-chaussée. On voit bien que l'ombre portée par les débords de toit et par le balcon permet d'éviter au soleil de taper sur les menuiseries et donc d'entrer dans la maison. Là on le voit, il ne reste que 80 cm au niveau du bas des fenêtres qui n'est pas à l'ombre. Et quand le soleil va monter et cogner encore plus fort cet après-midi, on aura les fenêtres qui ne seront pas du tout exposées. La deuxième chose, évidemment, c'est autant que possible de fermer les volets. Alors donc ça c'est valable dans la maison passive, hein, c'est valable aussi dans toutes les autres maisons. Il faut absolument éviter le rayonnement solaire de rentrer dans la maison. Alors ici on a un petit avantage, c'est que on a des stores à lame orientables, donc ce qui permet, si je zoome sur les fenêtres de l'étage, de garder un petit peu de luminosité à l'intérieur. Mais on va voir côté intérieur, ça va être plus parlant. Nous voici maintenant à l'intérieur. Alors effectivement, quand les volets sont fermés, il fait un petit peu tout noir. Et c'est là l'avantage des brise-soleil à l'arme orientable, puisque finalement, en entrouvrant légèrement les lattes, on va pouvoir avoir un petit peu plus de luminosité dans la maison sans faire rentrer pour autant le soleil. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment agréable et efficace pour ne pas se retrouver dans le noir toute la journée, tout en évitant la surchauffe de température. Et en plus, ça permet d'avoir une gestion dynamique du soleil. Hein, si effectivement on a un jour plus gris, on l'ouvre complètement, et notamment le soir, on va l'ouvrir complètement. Alors c'est pareil, les fenêtres sont fermées, puisqu'on est dans la journée, donc il faut éviter à la température de monter trop en flèche. Mais quand on va être la nuit, on va pouvoir les ouvrir. Alors le soir venu, quand la température a commencé à baisser, ça va être le moment de pouvoir ouvrir les fenêtres. Alors nous, on a opté pour des fenêtres qui peuvent s'ouvrir juste comme ça, des fenêtres oscillobattantes. Donc quand on peut se contenter de juste entrouvrir
la fenêtre c'est quand même plus confortable, hein, puisque là on est au rez-de-chaussée, donc si on ouvrait la fenêtre complètement ce serait un petit peu plus compliqué. Alors après, en général on conseille d'ouvrir les volets et les fenêtres la nuit, évidemment pour garder un petit peu plus d'intimité, et puis aussi c'est pareil, hein, pour les cambriolages ou autres, hein, avoir toujours le volet un petit peu fermé c'est mieux. Nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on oriente les lames suffisamment fermées pour être un peu tranquille, et puis suffisamment ouvertes pour laisser passer l'air. Alors après, est-ce qu'on fait ça sur toutes les fenêtres? Pas forcément. Là sur les fenêtres sud, on va pas forcément les ouvrir. Par contre, on va faire plutôt celle qui est tout au bout là-bas à l'est. Comme ça, en faisant la fenêtre ouest et la fenêtre est, on va réussir à créer un courant d'air qui va passer de cette fenêtre-là à l'autre. Donc on fait ça grosso modo sur toutes les fenêtres est et ouest, de manière à rafraîchir la maison. Alors ça marche relativement bien, puisque en général le matin on se retrouve avec des niveaux entre 20 et 22 degrés, même pendant les périodes très chaudes. Alors évidemment, l'enveloppe de la maison ne se suffit pas uniquement à elle-même, puisque si on a tout fermé dans une maison bien étanche et isolée, on n'a plus de renouvellement d'air. Donc il va falloir réussir à renouveler l'air sans le réchauffer, et c'est le principe de ce qu'on a ici. Donc ici on a le puits canadien hydraulique. Donc ça c'est une pompe qui fait circuler de l'eau dans le sous-sol sur une longueur de 90 mètres et qui va permettre de rafraîchir l'air entrant via un échangeur qui se trouve là-haut. Ensuite on va passer dans une VMC double flux qui va permettre de refroidir encore un petit peu l'air entrant avec l'échangeur. Alors, il se peut en période de chaleur que la VMC double flux soit bypassée. En fait, on évite l'échangeur dans un cadre où l'air extérieur serait plus frais que l'air intérieur. Alors, comment ça se traduit en termes de température, tout ça? Alors, et puis de commandes. Alors ici, on voit que j'essaye de conserver la VMC à un niveau assez élevé. Là, on est aux 3/4 de sa puissance. Et ensuite, alors on constate qu'on a 25 degrés au niveau du capteur. En fait, il met toujours un petit peu plus haut que la pièce de la maison, parce qu'il chauffe un peu lui-même. Et juste derrière le mur ici, il y a le frigo qui chauffe un petit peu le mur. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui arrive au niveau de la VMC, là qui est à 18,9 degrés, c'est l'air qui sort du puits canadien. Donc l'air qui sort du puits canadien, au lieu d'être à 30 comme il fait dehors, il arrive à 18,9 degrés. Donc c'est bien ça qu'on a... on passe de 30 à 18 degrés grâce au puits canadien, donc c'est vraiment un rafraîchissement net de l'air. Voilà, c'est ça qui est important à voir dans toutes ces températures, hein. C'est l'air frais qui arrive et qui n'est évidemment pas à la température extérieure, et donc heureusement. Ce qui permet à la fois de ventiler et de récupérer une fraîcheur supplémentaire sans climatisation. Voilà, à l'intérieur de la pièce, côté sud, on arrive à maintenir une température, alors pour l'instant de 22 degrés. Malheureusement, dans l'après-midi, ça a montré un petit peu, il ne faut pas se mentir. Donc, pour l'instant, on reste avec une température qui est tout à fait correcte. Le but étant de ne pas dépasser 25 degrés en fin d'après-midi, au moment où on pourra commencer à rafraîchir la maison en ouvrant les fenêtres. Alors pour aller plus loin, j'ai regardé un petit peu comment ça a évolué pendant la journée. Donc malgré la canicule, là on voit en fin d'après-midi, il est 17h25. On a réussi à se maintenir à 23 degrés, donc là on a réussi à passer la journée sans trop faire monter la maison en température. Les choses clairement, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va imaginer que ça c'est votre lumière avec votre maison.
ici on est à l'intérieur et ici on est à l'extérieur. Alors, la chaleur, elle va vouloir rentrer. Alors la chaleur, elle peut se déplacer de trois manières, notamment le soleil, lui, il rayonne. Alors quand il rayonne sur un mur, ça ne va pas poser de... Enfin, le rayonnement ne va pas traverser, donc le mur arrête le rayonnement. Alors, par contre, il y a deux autres modes de propagation. Il y a un mode de propagation qui va être via l'air, donc l'air qui se déplace va envoyer la chaleur un petit peu partout, mais bon, pour le mur, ça ne pose pas de problème. Et enfin, il y a un dernier mode de propagation qui est une propagation directe, qui s'appelle la conduction. Donc je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur ce sujet-là, qui fait que là, ça peut traverser dans un milieu opaque et solide. La convection dans l'air, en fait, ça se déplace dans un milieu fluide, et le rayonnement se déplace majoritairement dans le vide. Donc ce qui va se passer, c'est que le soleil en rayonnant sur votre mur, il va réchauffer cette partie-là. Et donc cette partie-là, une fois chaude, elle va avoir évidemment envie de réchauffer l'atmosphère qui est autour, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'elle va vouloir passer le long de cette flèche-là pour rentrer chez vous. Donc à travers le mur, il va falloir isoler votre mur pour que cette flèche-là ne puisse plus passer. Maintenant, on va voir l'impact d'une fenêtre qui est située au sud. Donc on a vu que en été, si la chaleur rentrait, elle avait du mal à sortir si la maison était isolée. Par contre, si la chaleur ne rentrait pas, elle restait dehors si la maison était isolée. Le problème avec une fenêtre, c'est qu'elle laisse passer le rayonnement solaire dans la maison, mais qu'une maison isolée empêchera la chaleur de ressortir à une barrière. Donc le problème, c'est que si on laisse la chaleur rentrer par les fenêtres, la maison isolée empêchera la chaleur de ressortir. Donc il va falloir trouver une stratégie optimale et dynamique. Donc la première stratégie, ça va être de mettre un volet devant la fenêtre pour qu'en journée, la chaleur du soleil reste à l'extérieur. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est pour ça qu'on ferme les volets en journée. Et du coup, si la maison est isolée, il n'y aura aucune chaleur de l'extérieur qui viendra pénétrer la maison. Donc c'est la première stratégie. Le truc, c'est que la température intérieure va quand même monter un tout petit peu, et il va falloir trouver un moment pour l'évacuer. Donc évacuer la chaleur de la maison, ça va pouvoir se faire de deux manières. La première, ça va être pendant la nuit d'ouvrir les fenêtres, alors par exemple en oscillobattant, ce qui fait que la chaleur de la maison va partir vers l'extérieur pendant la nuit quand il fait frais. Et puis l'autre partie, ça va être de mettre une ventilation, idéalement double flux. Donc comme ça, on va faire rentrer de l'air chaud qui, dans l'échangeur, deviendra frais. Et on va ressortir l'air de la maison qui sortira comme ça. Voilà. Donc voilà, ça va permettre en fait, via le renouvellement de l'air, de conserver une certaine température fraîche de la maison. Donc voilà un petit peu grossièrement pour les explications
de la stratégie, les explications théoriques de la stratégie pour conserver la fraîcheur en été. Stratégie qui est d'autant plus importante dans une maison bien isolée, puisque une maison qui va être bien isolée va avoir moins d'échanges de température avec l'extérieur. Donc si elle se retrouve trop chaude à l'intérieur, il va falloir réussir à évacuer la chaleur. Par contre, effectivement, c'est beaucoup plus simple que dans une maison mal isolée d'empêcher la chaleur de rentrer. Pour être complet, il faut aussi donc parler du coût. Donc, puisque ces éléments de confort d'été ont évidemment un coût. Alors, on va commencer par parler des brises soleil à lame orientable. Alors, les brises soleil à lame orientable, à comparer à des volets roulants, hein, puisque la plupart du temps on a un volet roulant, et puis le surplus de confort visuel est apporté par le brise soleil à lame orientable, mais pas vraiment le surplus de confort thermique. Donc, pour un brise-soleil à lame orientable, on a un surcoût de 200 € pour les fenêtres. Par contre, pour une baie vitrée, on a un surcoût de 1700 €. Alors, si on prend une maison comme notre maison passive, on a quand même 6 baies vitrées côté sud, donc vous imaginez le surcoût que ça fait. Donc, les brise-soleil à lame orientable, c'est forcément intéressant pour le confort, puisque ça permet de ne pas être dans le noir toute la journée. Par contre, pour le prix, c'est effectivement nettement plus cher. Et ça se rembourse pas, puisque sur le confort thermique, on est au même niveau, ça ne fera pas faire vraiment d'économie d'énergie. Alors maintenant, il faut comparer aussi les systèmes. Donc on a le puits canadien avec la VMC double flux. Donc le puits canadien va avoir un coût d'installation de 3500 €, une VMC double flux d'environ 6000 €. Et il va falloir regarder aussi la consommation annuelle. Un puits canadien, ça consomme presque rien, donc 4 €. Et une VMC double flux, ça consomme des ventilos qui font 51 € de consommation électrique annuelle. On va comparer ça à la mise en place d'une VMC simple flux à 1800 € et d'une climatisation à 2600 €. Alors la VMC simple flux consomme un petit peu moins que la double, puisqu'il n'y a qu'un seul ventilateur. Et par contre, une climatisation, ça consomme beaucoup. Donc pour avoir le même confort d'été dans les deux cas. Alors là, on voit qu'on a d'un côté une installation qui coûte plus cher, du côté du puits canadien VMC double flux, mais avec une consommation annuelle plus faible. Et de l'autre côté, on a des prix d'installation plus raisonnables, mais une consommation annuelle plus forte. Donc il va falloir évidemment calculer dans le temps. Alors pour calculer dans le temps, on va passer sous Excel. Alors sous Excel, j'ai rapporté d'un côté le puits canadien et la VMC double flux avec 9500 € d'investissement de départ et 4400 € pour la VMC gros avec la climatisation. Et puis j'ai rapporté dans la première année le surcoût de consommation annuelle, donc 55 € d'un côté et 307 € de l'autre. Alors, par contre, il y a un petit biais, c'est que on a mis 4% d'inflation annuelle. Donc c'est ce que je constate à peu près sur mes prix d'électricité depuis une quinzaine d'années. Et donc on va descendre les colonnes de chaque côté avec ces 4% d'inflation annuelle. Et donc on constate que autour de la 14e année, 15e année, on a le prix de la consommation annuelle plus de l'investissement qui s'équilibre. Donc à long terme, les prix vont être plus intéressants d'avoir une VMC double flux avec un puits canadien. Alors vous allez me dire que c'est aussi la durée de vie des équipements. Alors il faut savoir que le puits canadien, il n'y a pas besoin de le renouveler si ce n'est renouveler la pompe. La VMC double flux, c'est pareil, il n'y a pas besoin de tout renouveler si ce n'est que le moteur, mais pas toutes les gaines. Le renouvellement coûtera un peu moins cher. La VMC gros, pareil, il y aura le moteur à changer. La climatisation, par contre, ce sera tout le système. Donc, à très long terme, le VMC double flux plus le puits canadien, ça reviendra moins cher. Alors, par contre, il faut bien savoir que dès le début, la VMC double flux et le puits canadien sont quand même plus intéressantes au niveau environnement et au niveau confort, puisqu'il n'y a pas cet effet froid que fait une climatisation.
Voilà, donc je pense qu'avec les coûts, on a fait à peu près le tour de la question de la surchauffe. Et il fait chaud dehors, hein. Donc moi je vais en profiter pour rentrer. La vidéo est maintenant terminée. On va pouvoir rentrer au frais parce que la canicule à l'extérieur, c'est pas bon. Donc la vidéo est maintenant terminée. On va pouvoir en profiter pour la liker, la partager. N'hésitez pas à la commenter. Et puis moi je vous retrouve prochainement dans d'autres vidéos où il y a les articles sur le blog Goodbye Kilowattheure. Allez, à bientôt, au revoir.